Merci, donc bonjour. Je vais vous présenter les personnes à cette tribune, en dehors d'Alain Favennec. Donc Hélène Boulanger, qui est vice-présidente de l'Université de Lorraine et présidente de l'association des vice-présidents de CA des universités. CA et Finance. Voilà, il faut toujours... Georgette Dalle, qui est vice-présidente de l'Université de Lille aux ressources et vice-présidente et présidente de l'association des vice-présidents RH des universités, et Étienne Matignon, qui représente la FAGE et qui est étudiant à l'université UPEC, l'université Paris-Est Créteil. Et moi-même, donc, comme animateur, Jean-Michel Catin, donc j'ai été pendant très longtemps directeur de la rédaction d'AEF, et désormais je publie un blog qui, semble-t-il, est assez lu, qui s'appelle Université 2024, où je livre des analyses et des réflexions sur les évolutions actuelles de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc le SNPTES m'a aimablement invité à animer cette table ronde, avec aussi le souci que je puisse dire des choses très directement, puisque je ne suis pas universitaire. Je suis un peu dedans et dehors, donc j'ai un regard un peu double, qui peut des fois être utile, qui peut permettre de dire des choses. Donc je ne me gênerai pas pour dire des choses sur la gouvernance de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et la première des choses que je voudrais dire, c'est que, puisqu'on aborde le problème de la collégialité et de la démocratie, notamment du point de vue, évidemment, d'un syndicat des personnels, que je connais plutôt bien, historiquement, depuis des années. Il y a une formule qui me plaît bien à propos de l'université, c'est « gouverner ne consiste pas à aider les grenouilles à administrer leur mare ». Alors, c'est pas d'un grand homme politique, c'est de Michel Audiard, qui l'a mis dans la bouche de Jean Gabin, dans un film qu'on a un peu oublié, qui s'appelle Le Président, mais je trouve que bon, ça peut permettre d'aborder les questions de gouvernance dans les universités, de collégialité, de démocratie universitaire, de manière peut-être un peu ludique et aussi concrète. Alors moi, je voudrais, avant d'interroger nos intervenants, puisque je m'y étais engagé avec le CNPTES, de donner un peu quelques regards que j'ai sur cette question. D'abord, moi, j'ai toujours été surpris qu'on parle de la démocratie universitaire. On ne parle pas de la démocratie scolaire dans les écoles. Pourquoi on parle de la démocratie universitaire? C'est une question qu'il faut se poser. Il y a sans doute des réponses. J'ai quelques opinions là-dessus, mais en tout cas, c'est un des seuls secteurs où on se pose cette question. Le ministre Claude Allègre avait mis le feu un peu au milieu en disant on va quand même pas demander aux usagers de la RATP de gérer la RATP. Et il disait c'est pareil dans les universités. Quand il avait pris ses fonctions de ministre, on l'a oublié, mais Claude Allègre avait des déclarations tonitruantes, mais pas que sur le mammouth. La deuxième observation, c'est qu'en fait, quand on regarde les universités, leur mode de gouvernance, c'est vraiment une exception, non seulement dans le secteur public, mais y compris dans le secteur de l'ESR. On l'oublie trop souvent, ce regard. Premièrement, d'abord, une exception parce qu'il n'y a pas de représentant de l'État. Est-ce-qualité, il y a le contrôle de l'égalité, etc. C'est-à-dire qu'on peut considérer que les universités sont en quelque sorte en autogestion. C'est quelque chose qu'il faut avoir présent à l'esprit. C'est bien, c'est mal, c'est une discussion qu'on pourra avoir. En tout cas, l'État laisse les composantes de l'université, je ne parle pas des composantes au sens UFR et labo, mais les composantes, les communautés, s'auto-gérer. Enfin, les laisse-t-il vraiment? Ça, c'est un autre débat. On a une diversité, troisième observation, de gouvernance qui est extrême dans l'enseignement supérieur et la recherche. D'ailleurs, j'avais publié un papier il y a quelques années là-dessus. J'avais listé la représentation des conseils d'administration dans l'enseignement supérieur public, entre écoles d'ingénieurs, organismes de recherche, etc. Il y a une variabilité énorme, avec des écoles d'ingénieurs où il y a plus de personnalités dites extérieures que de représentants des communautés. Vous avez les nommés, bien évidemment, sur proposition du CA, mais les nommés par le ministère. Donc on a, dans le service public, déjà une approche de la démocratie et de la gouvernance qui est très différente, très différenciée en tout cas. La quatrième observation que je voudrais faire,
On en discutait avec Alain Favennec sur le rôle des personnalités extérieures. Moi, j'ai toujours été choqué, d'ailleurs, par le mot extérieur. Les personnalités extérieures. Je pense que ça en dit long sur le repli qui a été celui du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il y a d'autres domaines, on dit personnalité qualifiée. Mais le fait de dire personnalité extérieure, je pense que c'est quelque chose qui doit aussi faire réfléchir sur l'apport qu'on attend de ces personnalités ou des organisations ou organismes qu'elles sont censées représenter. Et puis, cinquième observation, et là je rejoindrai peut-être plus précisément des préoccupations qui sont celles de votre congrès, à savoir la représentation des personnels et le poids qu'ils peuvent avoir. Je crois, avec la sociologue Christine Muslin, qu'il y a un problème majeur qui n'est absolument pas réglé dans les universités françaises, contrairement à la plupart des universités dans le monde. Et il n'y a pas besoin d'aller aux États-Unis, hein. Il suffit d'aller à côté, en Belgique, en Suisse, en Grande-Bretagne, bien sûr. C'est le rapport entre l'administration et les universitaires, la place qu'on accorde à l'administration. J'en veux pour preuve ce côté, à mon avis, hein, mais ça fera l'objet, je pense, éventuellement de discussions, même de polémiques, où j'ai vu dans des universités où les vice-présidents sont chargés de chapeauter chacun un service quasiment à la place de l'administration, hein. Ça existe encore. On peut dire que non, mais dans les faits, puisque je me déplace quand même beaucoup et j'ai le privilège depuis des années de connaître à peu près toutes les universités, y compris Lille ou l'Université de Lorraine, de manière peut-être lointaine, mais j'ai ce regard un peu panoramique, et les sociologues le montrent, ce problème de la place de l'administration, et je pense que vous le vivez tous les jours, dans leur rapport avec le monde académique, est quelque chose qui n'est toujours pas réglé de manière et clarifié. Ça, c'est une chose évidente. Enfin, je ne veux pas entrer après dans des détails de gouvernance parce que c'est un sujet tellement complexe, hein. Je ne suis pas venu là pour dire qu'il faudrait faire telle ou telle réforme. Ça serait un peu présomptueux et quand même ambitieux, évidemment. Mais en tout cas, c'est toujours bon, je pense, d'avoir du recul sur ces questions-là et de dire que les universités françaises sont dans une situation quand même très originale dans le secteur public en général, dans le secteur public de l'ESR en particulier, et dans le concert international des universités. Hein, on le sait que dans beaucoup d'universités, le président il est choisi par un comité qu'il recherche, qui est le Search Committee, avec des procédures qui durent des mois et des mois et des mois, etc. Alors, je n'ai pas évoqué l'aspect étudiant, mais je suis sûr que la représentation des étudiants, moi j'ai plutôt étudié les courbes de participation aux élections, non pas récemment, mais on voit bien quand ça a commencé à vraiment chuter. Il y a eu des participations jusqu'à 60% aux élections étudiantes dans l'après 68, et il y a eu une chute brutale. Je pense qu'il y a une difficulté autour de la représentation étudiante, hein. C'est pas une critique, hein. J'ai moi-même été syndicaliste étudiant, hein, donc je sais tout à fait de quoi il en retourne, mais il y a aussi une difficulté autour de ça. Et dernière chose, parce que c'est pas moi qui vais faire le débat, je vais vous donner la parole. C'est vrai que quand on réfléchit à l'organisation de l'enseignement supérieur, et en particulier des universités, ce qui frappe, c'est cette tension qu'il y a toujours eu entre le centre et les composantes. Hein, entre le centre et le terrain. Je crois que ça a été aussi bien mis en évidence par des tas d'études, mais il suffit d'aller sur le terrain pour s'en rendre compte, avec un mouvement qui a été quand même, après la LRU, un mouvement de recentralisation, et qui a donné le sentiment d'éloignement, hein, et qui là n'est pas lié au statut juridique des établissements, hein, qui est plus peut-être, alors là c'est la professionnelle des RH qui pourra en parler, la vice-présidente de CA, sur le management aussi des établissements, les procédures, avec un État qui par ailleurs en permanence donne des injonctions très contradictoires, mais bon, ça peut être un autre débat, peut-être qu'ils l'aborderont tout à l'heure dans le débat sur le financement également. Donc voilà un peu le tableau que je voulais poser, hein, ce que je dis, une remise en cause de ce qui se fait dans les universités aujourd'hui, mais je crois qu'il faut savoir prendre du recul,
on est loin des menaces en soi sur la collégialité. À mon avis, aujourd'hui, il n'y a pas un gouvernement qui veut s'attaquer à ça. Je pense qu'ils sont échaudés, ça leur fait peur, les universités. Par contre, il y a peut-être des échanges à avoir sur comment améliorer les choses et peut-être le dialogue social, parce que dans la commande qui m'a été faite, on aborde le problème des représentations et de la collégialité. Il y a aussi tout le problème de toute l'organisation du dialogue social dans l'enseignement supérieur. On parlait du CNESER, on parlait du CT, on parlait de toutes ces instances qui existent. Est-ce que ça ne soulève pas non plus le problème de trop d'instances ou trop d'instances qui n'ont pas des objectifs clairs? Voilà, j'ai un peu dressé un panorama. J'espère pas avoir été trop long. Je me permettrai de remettre mon grain de sel par moment, mais je suis là pour un peu faire poil à gratter, hein, avec bienveillance, mais poil à gratter quand même. Voilà, je ne sais pas qui veut reprendre la parole. Georgette Dalle, je vous voyais réagir. Voilà, allez-y. Donc, bonjour à toutes et à tous. En fait, je vais réagir à vos réactions, si vous le permettez bien. Alors, vous dites que les universités sont un peu spécifiques dans le cadre, dans le panorama donc, des opérateurs de l'État, on va dire ça comme ça. Bon, on peut être, et là, en fait, ça n'a rien à voir avec cette table ronde-ci, mais c'est voilà. On pourrait dire aussi que les universités sont pratiquement les seules à chercher de l'argent pour fonctionner. Puisque nous avons des subventions de l'État, on a notre fameuse subvention de charges pour services publics, mais on sait très bien qu'elle ne suffit jamais à réussir à satisfaire les besoins des universités. Enfin, s'il y a des universités riches, qu'elles le disent, et j'irai m'y faire recruter très très vite. Mais en tout cas, on est sans arrêt en train de développer des ressources propres, chercher de l'argent par ailleurs et se retrouver, et là c'est plutôt en tant que vice-présidente RH que je parle, dans des schizophrénies mais insupportables. Je ne sais pas s'il y a dans la salle des collègues du CT ou des mandatés du CHSCT, puisque pour ce qui est de l'Université de Lille, j'ai ce plaisir de présider et d'être dans ces instances très souvent. Et quand je parle à ce moment-là de schizophrénie, c'est épouvantable. Donc là, je suis plus sur les financements, mais ça a à voir avec tout le reste finalement, parce que l'argent fait quand même beaucoup de choses dans la vie, en plus dans notre environnement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on met en place une mesure sociale, une avancée sociale, eh bien, dans le même temps, on dégrade autre chose, puisqu'on a une enveloppe close. Donc, si on a une mesure favorable en direction des personnels, eh bien, on se retrouve à dire « Ah oui, d'accord, on a mis une mesure favorable, c'est drôlement chouette et on est très content, enfin, fondamentalement, excusez-moi, content en tant que vice-président. Mais dans le même temps, on se dit « Oh là là, comment je vais faire pour trouver l'argent pour financer ça ?» Je vais prendre un tout petit exemple issu de l'Université de Lille. Donc, je suis très fière d'avoir fait voter au mois de juin 2021. Et là, donc, ça a été aussi un travail qui a été mené en amont avec groupe de travail d'élus du CT. On s'est vu très très souvent, on a dû se voir 11 fois pour arriver à ça. On a mis en place un indemnitaire pour les contractuels BIAT sur besoin permanent. Donc on est très fiers de ça, parce qu'il faut réussir à stabiliser les personnels. Donc, à défaut de pouvoir les stabiliser en ayant des recrutements de fonctionnaires, on recrute des contractuels, mais on se dit on va quand même mettre un peu d'indemnitaire, ça améliore un petit peu tout ça, ça stabilise, etc. Bref, l'enveloppe financière que ça représente pour l'Université de Lille, c'est 1 million d'euros. Donc, pendant qu'on votait ça, mon autre moi, parce que je suis toujours plusieurs quand je suis en CT ou en CHSCT, me disait c'est simple, on va devoir trouver 1 million d'euros, on ne recrutera pas de personnel pour 1 million d'euros. Donc on est dans des situations schizophrènes, mais qui sont insupportables, et sincèrement insupportables en tant que, pour le coup, politique. Parce qu'à chaque fois qu'on améliore, on dégrade. À chaque fois qu'on améliore, on dégrade. Et tout ça est lié évidemment au fait que nos subventions de charges pour services publics ne sont pas à hauteur de nos besoins. On ne rêve pas de vivre dans un confort fou parce que ce ne serait pas drôle de toute façon et on n'est pas là pour ça. Mais néanmoins, on rêverait qu'on ait des conditions de travail décentes. Donc ça, c'est un rêve, si je peux dire, et tout à fait justifié, bien évidemment, qu'ont les syndicats, quels que soient les syndicats.
et que vous avez évidemment en tant que membre du SNPTES, c'est un rêve aussi qu'ont les équipes présidentielles de l'université. Et donc, on se retrouve sans arrêt dans ce dilemme qui est littéralement insupportable. Donc, idiosyncrasie, oui, mais je ne pense pas qu'en école primaire, élémentaire, enfin, dans l'éducation nationale, il faille aller chercher des ressources propres pour faire en sorte que les gamins puissent avoir des conditions décentes pour faire leurs apprentissages qui correspondent à leur école. Alors, je dis quoi encore? Je ne vais pas dire trop longtemps, parce que je suis très, très bavarde, c'est horrible. Oui, non, mais Hélène le sait, parce qu'on réseaute entre réseaux, donc elle m'a déjà entendu être bavarde. Je dis encore un truc. Oui, l'interne-externe est très, très intéressant. Effectivement, on a des personnalités extérieures, donc évidemment, l'extérieur s'évalue par rapport à un intérieur, c'est pas un scoop ce que je dis là. Oui, comme si on avait le monde universitaire, puis il y avait autre chose. Mais sauf que ça se rejoue effectivement à un autre niveau, puisque quelque chose qui m'amuse moi aussi beaucoup, je suis un peu provocatrice, là aussi les gens qui me connaissent le savent, c'est quand on parle, on dit « Ah non, c'est pas moi », une composante va dire « Ah non, non, ça c'est pas moi, c'est l'université ». Ce à quoi je réponds « Si tu n'es pas dans l'université, donc c'est pas nous non plus, et donc on ne finance pas ». Les gens n'aiment pas quand on dit ça, mais on a toujours ces rapports de il y a moi et l'autre, et l'autre est ailleurs que ce moi. On le retrouve à tous les niveaux, et on le retrouve aussi dans ce clivage intéressant. Moi, je suis par ailleurs professeure de sciences du langage, donc je suis toujours très attentive aux mots, c'est un peu mon boulot. Aussi intéressant quand quelquefois on utilise simplement le terme de personnel. Quand parfois, c'est entendu, ah oui, personnel, non, moi je ne suis pas personnel, moi je suis professeur, donc je ne suis pas personnel. Bah si, on est aussi payé par quelque chose qui s'appelle un employeur, et on est personnel aussi de l'université. Donc à plein de niveaux, on retrouve comme ça des dualités qui sont stériles et qui créent des clivages qui n'ont pas lieu d'être, et qu'on essaye de dépasser, mais c'est... La langue le dit sans arrêt. Mais donc on a les personnels et les autres, les biens. Enfin, c'est pas moi qui le pense, hein. N'écrivez pas que c'est moi qui pense ça. Hein. Voilà, donc on joue sans arrêt sur ces mots, et je me tais, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Hélène Boulanger, vous voulez dire quelque chose? On a évoqué à déjeuner un peu la question des personnalités dites extérieures qui ont du mal à s'approprier les Je maintiens concepts. extérieur, parce que si vous dites personnalité qualifiée, qu'est-ce que ça veut dire des autres qui ne sont pas qualifiés? C'est ce qui est utilisé au CNRS et dans tous les organismes de recherche. Ben, c'est pas pour autant. Non, mais je voulais dire, c'est pas. Je suis que dans d'accord les avec universités. vous sur la remarque. Je mets juste en doute la capacité de la solution. Voilà. C'est vrai que ça a bloqué. Il y a un autre truc. Mais la remarque est juste, hein, par ailleurs. C'est juste la solution que je trouve. Oui, mais par ailleurs, ce que vous évoquez, c'est la difficulté qu'ont ces personnalités tout compte fait à s'approprier, visiblement, de ce que vous disiez, les codes du système universitaire dans les conseils d'administration. J'ai également ajouté que ça nous obligeait à sortir de ces codes-là. Et que le pas de côté que ça nous obligeait à faire était assez intéressant, même s'il y a parfois des fractures entre... J'évoquais la question du budget en mode GBCP. Demander à un chef d'entreprise de regarder un budget en mode GBCP, il devient fou. Donc forcément, ça a ses limites, mais ces regards-là sont très intéressants, même si la contribution dans le temps est difficile à maintenir tout au long d'un mandat, ça c'est certain. Dans ce que vous avez dit, dans ce qu'a évoqué Georgette, déjà merci, parce que je n'avais pas repéré du tout que c'était Michel Audiard qui était le dialoguiste du président, donc je vais re-regarder le film avec un autre regard, et ça explique beaucoup de choses en fait, après coup, mais bon, c'est pas ça l'objet de la table ronde. Dans ce que vous avez dit et qui me parle énormément, c'est la spécificité de l'organisation universitaire. Je ne suis pas spécialiste, hein, il faudrait demander à un sociologue des organisations. J'ai vraiment, comme Georgette, un regard d'usager de ces modes de gouvernance. Oui, c'est spécifique. Oui, à mon sens, on a même tort d'essayer de faire des ponts, des comparaisons avec le système des collectivités territoriales. C'est un grand mythe, complètement différent. Ou avec le système de l'hôpital, complètement différent. Les médecins disposent d'un ordre des médecins, ce qui n'est pas le cas des enseignants-chercheurs. Et je pense que le modèle universitaire est pensé, avec tous les défauts qu'il peut avoir, pour apporter une garantie sur le maintien des libertés académiques.
et que si on change ce modèle universitaire, il faudra trouver un système permettant de garantir en compensation la liberté académique. Alors j'ai une conception de la liberté académique qui n'est pas aussi large que certains de mes collègues. Ça ne veut pas dire tout faire n'importe quand, mais simplement on a l'occasion quand même en ce moment de bien vérifier à quel point c'est important de préserver ce périmètre-là. Mais il y a d'autres moyens. L'hôpital, pour les médecins, à trouver. Le fonctionnement de l'ordre des médecins apporte d'autres solutions avec d'autres types de défauts. Voilà. Ce mode de fonctionnement-là, il aboutit effectivement à des mécanismes de représentation qui sont très différents. Il y a le bloc des enseignants-chercheurs avec le collège A, collège B. On a déjà des distinctions à l'intérieur de ce bloc. Les personnels administratifs et techniques, les étudiants. Oui, les représentations sont extrêmement différenciées, mais je pense que le sujet des libertés académiques est derrière et que si on veut le traiter autrement, il faudra le traiter, mais d'une autre manière. Dans ce que vous avez dit, il y a beaucoup de résonance en moi aussi sur la question de la tension entre administration et politique. Oui, sur le constat, trop souvent encore, on a des vice-présidences ou des portefeuilles politiques qui sont situés à peu près en râteau avec les services des établissements. Et ça pose des difficultés d'articulation entre politique et opérationnelle, de grosses difficultés et que je ne peux pas nier. Ça renvoie pour moi à la question de la politique des établissements et la montée en compétences sur ces sujets-là, qui ne sont vraiment pas simples. Des collègues qui souhaitent s'engager en fait, dans des prises de responsabilité politique dans les universités. Débattre de sujets de niveau stratégique ou politique dans ces établissements, ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert en 6 mois, c'est quelque chose qui met du temps. On voit que ça amène à des cheminements de quasi-professionnalisation en fait, sur ces fonctions-là, qui interrogent quand même par rapport au modèle spécifique que l'on vient d'évoquer. Et ça induit aussi des formes de... comment dire, parfois de positionnement des politiques universitaires à des niveaux opérationnels sur lesquels ça devient problématique. J'ajoute quand même qu'il y a pas mal d'interlocuteurs. Je vais prendre un exemple sur la fonction immobilière. On a besoin d'avoir un VP immobilier parce que nos interlocuteurs nous demandent un VP. Et on se retrouve donc avec un VP immobilier et puis une direction ou un service en charge du patrimoine et de l'immobilier, donc opérationnel politique. Et cette tension qui vient de l'extérieur des organisations et pas de l'interne, ce n'est pas nous qui le choisissons. Là, on répond en fait à un besoin, à une demande spécifique. Elle peut aboutir en fait à renforcer ce problème d'articulation entre politique et administratif. Voilà, c'est des sujets sur lesquels j'aurais 25 000 choses à dire et à faire. On a encore du temps, hein, donc on va pouvoir y revenir. Alors peut-être une question à Étienne Matignon, du point de vue d'un étudiant, tout compte fait, dans un conseil d'administration d'université, est-ce que le représentant étudiant que vous êtes, il est là pour défendre les intérêts des étudiants ou dans un conseil d'administration, la vision stratégique de l'établissement, ce qui n'est pas forcément tout à fait en face, en tout cas en termes de timing. J'aimerais avoir votre regard là-dessus, puisque ce qu'on débat en fait, c'est est-ce que le conseil d'administration et la représentation, c'est une représentation des catégories, parce que aujourd'hui, c'est un suffrage, je crois, dans le document du SNPTES, on parle de suffrage censitaire un peu. Hein, c'est un peu provocateur, mais c'est pas une démocratie représentative classique. Chaque catégorie a ses représentants, plus ou moins. Les A étant pas comme les B, les BIAS étant pas comme les B et les A, et les étudiants pas non plus comme les autres, etc. Alors, quel est votre regard sur la nature et la fonction de la représentation étudiante dans les CA ? Alors, ce qu'il faudrait, je ne pourrais pas directement vous répondre, par contre... À partir de votre expérience, hein, oui, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai été vice-président étudiant d'université, donc d'Université de Paris, qui est le premier EPE de France. Et j'ai été confronté à cette problématique, dans le sens qu'en tant que vice-président étudiant, on est à la fois un vice-président de l'établissement, qui est soit réglementaire, soit statutaire, mais bon, du coup, qui est élu, mais on n'est
pas forcément membre de l'équipe présidentielle, ou en tout cas, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ça va beaucoup dépendre des établissements et de comment aussi la représentation étudiante est perçue par la direction de l'établissement, la direction politique. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'en ai eue. Voilà. Avant ça, j'étais aussi élu CA dans une commu. Bon, ça, c'était très différent, mais de même, la place qu'ont les étudiants, en fait, il me semble, varie énormément en fonction des sensibilités et des spécificités des établissements. Et du coup, pour moi, leur rôle varie aussi également, parce que quand on est étudiant, au même titre que président d'université, alors c'est pas un métier à part, mais j'imagine que quand on devient président d'université ou VP, il faut aussi se former, apprendre des choses pour pouvoir bien le faire, ou en tout cas le faire de la manière dont on souhaite le faire. Élu étudiant, c'est un peu la même chose, donc on va essayer aussi de prendre une place, mais on va aussi prendre la place qu'on nous donne, ou se battre pour la place qu'on veut. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas de réponse universelle, donc c'est assez compliqué comme question, mais en tout cas, moi-même, j'ai eu des discussions plusieurs fois avec ma présidente d'université, où je lui demandais, mais en fait, est-ce que vous me considérez comme membre de votre équipe ou non ? J'ai jamais vraiment eu de réponse claire, mais en tout cas, on me donnait une place, j'avais une place. Après, laquelle ? Eh ben, je me pose toujours la question, alors que j'ai rendu mon mandat il y a quelques mois maintenant. D'accord. Oui, parce que là, on évoque un problème de cogestion qui peut interpeller aussi le syndicalisme. Hein, jusqu'où les représentants des personnels, d'ailleurs, des enseignants-chercheurs aussi, hein, peuvent-ils aller dans la cogestion dans une équipe qui va prendre des mesures qui peuvent ne pas être, enfin on peut le supposer, hein, dans un projet global, catégoriel, dans le sens où elles ne vont pas satisfaire telle ou telle catégorie. En gros, l'intérêt général contre des intérêts plus particuliers. Je ne sais pas, Alain Favennec, si vous voulez dire un mot, parce que vous avez quand même utilisé le terme suffrage censitaire, hein, dans la présentation. Oui, hein. oui le suffrage censitaire, c'était un peu provocateur, c'est ce qu'on en pense. On comprend bien évidemment, hein, là c'est le syndicaliste qui parle, que les collèges enseignants-chercheurs aient un peu plus d'élus que les collèges BIATS ou étudiants. On considère en revanche que plus ça va au fil des réformes, finalement, notre nombre de sièges a baissé. Enfin, c'est pas un nombre, c'est un chiffre. Et a baissé. Et bon, je crois qu'il ne faudrait pas descendre en dessous. Hein. Ça, c'est clair. Après, sur la question de l'équipe présidentielle et du vice-président issu d'un corps BIATS. Hein. Je parlerai après de VP BIATS, hein, ce qu'on appelle, et je dirai tout le bien ou tout le mal que j'en pense, mais très très vite. Déjà, il y a des directions qui ont, parfois même, c'est arrivé plusieurs vice-présidents originaires de corps BIATS, hein, contractuels ou titulaires d'ailleurs. Et donc ça, c'est une bonne chose, hein, il nous semble. D'un point de vue syndical, nous, ce qu'on demande, mais là c'est la position du SNPTES, c'est que le collègue invité, élu plutôt sur des fonctions de ce type, démissionne de ses mandats syndicaux, hein, c'est-à-dire reste syndiqué, bien évidemment, hein, mais ne soit pas, par exemple, secrétaire académique ou du SNPTES en même temps ou délégué d'établissement. Ça se comprend parce que lui, ça le libère, il peut faire partie de l'équipe présidentielle, bien évidemment, et ça c'est une bonne chose. Hein. On n'apprécierait pas que le vice-président soit un peu... BIATS soit un peu mis à l'écart, hein, comme tu parlais tout à l'heure pour le vice-président étudiant. Il y a parfois des directions qui ont tendance à mettre ces vice-présidents un peu à l'écart. Bon, c'est pas général. Hein. Il y a vraiment, les établissements jouent le jeu. Bon, sur la question de ce qu'on appelle le VP BIATS, alors là j'en parle d'autant mieux que je l'ai été dans une autre vie. J'ai des très bons souvenirs, mais alors ça tombait bien, là c'est le syndicaliste qui parle aussi, parce que j'avais un très bon président, ils le sont tous, hein, mais celui-là était vraiment très bon. Et puis à une époque un peu faste, hein, c'était juste au moment de la loi qu'on appelle chez nous loi Pécresse, sans faire de publicité pour une candidate. Hein.
Donc, et c'était un moment où, pour faire avaler la pilule, hein, pour parler un peu crûment, on nous avait donné différentes avancées, notamment en matière indemnitaire, hein. C'était important pour les collègues, et puis différentes dispositions, on va dire, qui favorisaient les BIAT. Donc voilà, c'était un moment où j'avais pas de difficulté d'aucun ordre à être vice-président. Mais ça peut parfois être compliqué si on a une direction un peu raide avec les personnels. Le vice-président va se retrouver en difficulté. Et c'est un problème pour le SNPTES aussi, parce qu'évidemment, ça peut nous retirer quelques... Je ne parle pas de moi, hein, bien évidemment, mais et d'une expérience passée, mais ça peut nous retirer quelques bons militants. Donc ça, c'est un risque. Alors, sur cette question des vice-présidents, ça soulève une autre question derrière, c'est le mode d'élection dans les conseils d'administration, et donc l'élection du président et plus rarement, malheureusement, de la présidente, mais on y vient peu à peu. Est-ce qu'il est, tout compte fait, logique qu'une catégorie puisse faire le roi ou la reine? C'est-à-dire qu'on le sait, j'ai une grande expérience des élections universitaires depuis des années. Je pourrais faire une typologie de certaines universités. On sait que là, ça va être tel syndicat qui va jouer le rôle de bascule pour obtenir la majorité. Dans de nombreux cas, ce sont les étudiants hein, qui vont jouer le rôle avec peu d'élus, tout compte fait, mais le rôle décisif. Est-ce que c'est un système sain, tout compte fait, par rapport justement à la notion de démocratie? C'est une question qu'on peut se poser. Je pourrais redonner aussi les chiffres hein, de quelques établissements d'enseignement supérieur où ça ne se passe pas du tout comme ça, hein, l'élection des dirigeants, où il n'y a pas des catégories qui peuvent peser. Parce que déjà, l'État va en nommer la moitié d'office, donc le problème est un peu réglé. Je pense à l'INSERM, au CNRS, par exemple. Mais en tout cas, est-ce que, du point de vue de la démocratie et des intérêts généraux de l'établissement, quel qu'il soit, et de ses étudiants, de ses personnels, une catégorie peut faire la pluie ou le beau temps, tout compte fait. Parce que c'est un peu ça le système. On voit des effets pervers, mais vous les connaissez autant que moi. Hein. Mais comment régler d'ailleurs cette question? Ou est-ce que, tout compte fait, c'est une répartition statistique hein. Il y a des bons présidents, des moins bons, etc. Georgette Dalle. J'ai envie de répondre un petit peu à cette question, enfin, tenter d'y répondre. Je pense qu'une catégorie ou que plusieurs catégories soient vraiment celles qui vont faire l'élection n'est pas une bonne chose, parce que ça pourrait amener tel ou tel candidat ou candidate à la présidence à faire des promesses qui ne seront pas tenues. C'est-à-dire que l'idée est de faire monter les enchères en disant ah oui, non, mais là, si toi, enfin, on ne se connaît pas, mais voilà, si toi, étudiant, la FAGE vote pour moi, alors on fera ça pour les étudiants. Je crois que ça peut inciter à faire monter ces enchères-là, et de fait, ça le fait. Donc après, on accepte ou pas de jouer aux enchères. Après, ce sont des postures aussi individuelles. Mais je crois que ça peut être dangereux, parce que il peut y avoir des lendemains qui ne chantent pas, parce qu'il y a des promesses qui ont été faites, qui ne seront pas tenues, et dont on sait que celle ou celui qui les a faites, lui-même sait qu'il n'y viendra pas. Donc ça peut être dangereux, et ça peut susciter en plus une très grosse déception. Par ailleurs. Donc en fait, c'est le jeu auquel nous jouons, ici ou là, de façon même presque contemporaine pour ici. Et ça peut être, je pense, mauvais, finalement, parce que suscitant des déceptions très très fortes. Donc il faut sortir de ce jeu-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut sortir de ce jeu-là. Voilà. Hélène Boulanger, vous voulez... J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, hein, le déséquilibre, il est flagrant. Si on souhaite modifier ce déséquilibre-là, il faut trouver des moyens de compensation permettant de préserver les libertés académiques. Pour moi, c'est le nœud du problème, il est là. Voilà, donc je ne peux pas rajouter grand-chose de plus que mais est-ce que ça ne soulève pas le problème quand même parce que ce qui est derrière ça, c'est la volonté de se faire entendre, au sens positif du terme, que ce soit pour les étudiants, pour les enseignants-chercheurs, sur la liberté académique, et pour les BIAT. Mais tout compte fait, il y a des tas d'instances qui existent.
pour se faire représenter. Est-ce que ça ne soulève pas en chaîne le problème de la nature et des objectifs de toutes les instances qui existent aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'établissement ou au niveau, je l'ai évoqué un peu, au niveau national? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une rénovation du bâtiment à faire à ce niveau-là pour un meilleur dialogue? Rénovation, là je m'exprimerai pour le SNPTES, mais aussi en tant que membre du personnel. Je crois que les réformes maintenant... Ouais, enfin, ce type de réforme, non, là, faut... Il y a d'autres réformes à faire. Un peu de stabilité, oui. Peut-être un moratoire. Peut-être redonner à certaines instances un rôle qu'elles ne jouent pas aujourd'hui. Enfin, Oui, après le risque qu'on évoquait finalement de voir quelqu'un utiliser tel ou tel collège, notamment les collèges BIATS et puis les collèges étudiants pour être élus. Égalité en collège A, collège B, c'est quand même ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Ça peut, alors il sera élu, il sera légitime, mais il manquera de légitimité. Et ça va être compliqué, ça pourrait être compliqué pour lui. Donc on le sait, donc il faut être très très prudent. La plupart des candidats le sont, mais c'est fragile, il faut faire attention. Quand on est élu comme ça, de manière, il a respecté la démocratie, il a été élu, mais ça peut mettre quelques présidents en difficulté. Mais c'est rare. Mais enfin, je pense à ce qui s'était passé dans un établissement parisien il y a quelques années, sur Paris 1, ça avait été compliqué. C'était un cas, c'était vraiment le cas typique, quoi. Paris 1, oui, mériterait en soi. Pas l'actuel, mais sur ce plan-là, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école, c'était extraordinaire. Parmi les questions qui ont été soulevées, celui de l'élection au suffrage indirect. Je ne voudrais pas faire de mauvais jeu de mots en pensant à l'élection à la présidence de la République, mais je pense que le gros avantage d'un suffrage indirect dans les établissements, c'est que les candidats à la présidence portent un projet qui se monte sur un collectif et une équipe. Et qu'avec une élection au suffrage direct, on pourrait rentrer dans des formes de personnalisation ou de surpersonnalisation en fait, dans la démarche élective, qui poserait d'autres difficultés. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Une des questions qu'on n'a pas évoquées sur la démocratie universitaire, c'est quelqu'un qui est dans une position, un directeur élu d'une composante, d'une unité de recherche, il est indéboulonnable. Quelque part, pour moi, une des difficultés du système, elle se trouve là. Quand on a, je pense que les collègues dans la salle le savent, quand il y a un conflit entre le responsable administratif d'une composante et le directeur d'une composante, forcément la légitimité de l'élu va toujours primer in fine. Et ça fait partie des difficultés qu'on n'a pas évoquées, associées à ce système-là. C'est l'hyperprotection qui va avec la fonction de directeur ou responsable élu par la communauté. C'est une autre dimension qu'on n'a pas encore évoquée. Mais il y en a qui proposent justement que les présidents ou les présidentes puissent nommer les directeurs de composantes, comme ça se fait là aussi dans des tas d'universités dans le monde. Enfin, je ne parle pas des États-Unis, parce que c'est toujours le truc qu'on brandit, l'exemple américain. Non, pas loin de chez nous en regardant. Est-ce que ça passe pas aussi par là? Je ne suis pas forcément très fan, mais je suis aussi très consciente des défauts du système qu'on a aujourd'hui et défauts principaux que je viens d'évoquer, en fait. Mais plus généralement, ce que vous évoquez toutes et tous, c'est quand même... il y a un besoin de collégialité, d'être associé, c'est impossible aujourd'hui. On le voit d'ailleurs avec le ministère. Je sais que la directrice générale de l'enseignement supérieur sera là tout à l'heure, mais il y a beaucoup de choses qui descendent quand elles descendent. Voilà, c'est très descendant. Mais tout compte fait, il y a un peu une réplication, et je pense inconsciente au point de départ, dans les universités, où il y a eu un peu ce même système descendant qui est arrivé au niveau des composants. Donc il y a aussi un changement d'approche à faire. Alors,
pourrait discuter sur les organismes de recherche, aussi sur leur fonctionnement, mais en tout cas pour les universités, c'est clair que la tension entre le centre, entre guillemets, et ses composantes, ça reste permanent. Et là, ça revient aussi sur la tension entre l'administration et les communautés. Et ce qui est extraordinaire, c'est dans chaque établissement à quel point tout le monde est convaincu que le débat est spécifique à l'établissement. Ça, c'est fou, ça. Oui. Chacun pense que son établissement... C'est là que ça se passe et c'est là que ça ne va pas. Alors justement, une question, on évoquait le mot extérieur qui a fait un peu bondir quand je dis personnalité extérieure. Il y a une caractéristique du système aussi dans notre pays, c'est qu'il est, à ma connaissance, à une exception près, à l'Université de technologie de Compiègne, mais c'est très particulier, il est impossible que quelqu'un d'extérieur à l'université devienne présidente ou président. Je ne parle même pas d'un étranger. Je parle vraiment d'un étranger qui est à 100 km dans un autre établissement, ne peut pas, aujourd'hui, n'est pas en position de candidater et d'obtenir des soutiens. Alors que quelqu'un peut postuler au CNRS, à la direction du CNRS, à la direction de l'INSERM, à la direction du CEA, après c'est le gouvernement qui nomme, mais sans être membre de cet organisme. Donc ça aussi, c'est une question à réfléchir. Pourquoi ce qui est possible à Compiègne, dans les universités de technologie en général, mais à Compiègne, où c'est un Français qui a fait toute sa carrière au Québec, qui est devenu le directeur, parce que son titre officiel c'est directeur, on l'appelle président, mais c'est un directeur. Pourquoi ça n'est pas possible dans les universités? Voilà. Peut-être une explication. Personne d'assez fou, mais plus globalement, est-ce que c'est pas simplement parce que on revient à l'agrégation entre des catégories qui sont entre elles, quoi, enfin, locales? Ça, je pense qu'il faut revenir à l'histoire des universités. On a accueilli une collègue de l'ENS Lyon lors du colloque qu'on avait fait ensemble avec le réseau des VPRH, qui remontait en fait à l'histoire de la constitution des universités, notamment à partir de l'époque napoléonienne. Parce que Napoléon en fait a mis comme dispositif de centralisation en France, a provoqué un certain nombre de réactions du côté des disciplines. Et voilà, cette tension entre centralisme à la française et fonctionnement des communautés universitaires, à mon sens, l'explication que vous cherchez, elle se trouve peut-être de ce côté-là. C'est-à-dire la volonté de garder une certaine maîtrise sur un espace en essayant de créer une tension ou d'installer une forme de rapport de force avec un dispositif extrêmement centralisé. Peut-être, hein, mais il faudrait demander à des experts. Après, moi, je ne plaisante pas. Je crois qu'un chef d'établissement qui serait extérieur, totalement extérieur, il durerait un mois. Hein. C'est clair. Hein. Je crois qu'il faut vraiment être solide. On le voit sur des postes de DGS où on a eu quelques expériences de collègues qui venaient de l'extérieur, hein, soit de la territoriale, soit des officiers supérieurs. Moi, j'ai eu des questions, mais c'est normal que tout le monde se tutoie. Voilà, ou bon, qui étaient tétanisés en comité technique parce qu'ils avaient peur des syndicats. Ils nous voyaient avec des fourches et puis des têtes au bout. Hein. C'était voilà, c'est pas ça. Et puis les étudiants qui sont, j'ai été étudiant, mais je peux le dire, et élus étudiants qui sont un peu compliqués à. Voilà, donc c'est pas. Non, il ferait un mois, hein, sincèrement. Donc. Oui, ça marche, ouais. Je dois rebondir justement sur la question que vous venez de poser. Dans les universités, il y a les universitaires. On n'entend pas. Vous m'entendez là? Oui, voilà. Il y a les universitaires, il y a les étudiants, et la table ronde parle aussi de la recherche. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour qu'il n'y ait pas cette scission entre le monde de la recherche, donc que vous soyez universitaire ou ITA, et quelle est la place des personnalités et chercheurs
au sein de votre administration. Parce que ça, donc moi je vais parler de la recherche parce que c'est mon cœur de métier, mais c'est aussi important, on a une place assez importante, et l'université est notre hébergeur. C'est comme ça qu'on le vit. Mais on n'est pas que hébergés, on travaille ensemble. Donc ça, pour rebondir sur votre question, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça, quoi? Il y a un progrès déjà dans les élections, puisque les personnels tout le monde participe aux élections des uns et des autres. Oui, il y a quelques vice-présidents déjà, mais pas assez, mais qui sont chercheurs. Alors, si je prends l'exemple de mon établissement et du conseil d'administration, dans les élus du collège des personnels administratifs et techniques, on a un ITA du CNRS, le VPCS et DR CNRS. Je pense qu'il peut y avoir... on a beaucoup de progrès à faire sur le fonctionnement intégré, et ce qu'on a du mal parfois à résoudre, c'est la tension entre le pilotage national des organismes et la réalité des établissements qui s'installent sur un territoire donné, et même à Paris, c'est un territoire quand même assez particulier. Et c'est ça qui freine parfois l'avancée des choses, mais je trouve qu'on a fait énormément de progrès. J'ai pas de collègues qui me disent telle personne n'est pas légitime au conseil d'administration de l'établissement pour discuter de choses qui finalement, pour une part, par raison sur la rubrique RH, ne le concernent qu'indirectement. Mais il ramène dans les débats le point de vue de ce qu'il vit depuis le CNRS. Et c'est très enrichissant pour les discussions de points de l'ordre du jour. Voilà, je pense qu'il faut qu'on arrive à travailler, mais les modalités, les logiques des établissements sont parfois un petit peu difficiles à faire converger, mais en tout cas, dans la participation au niveau politique dans les instances de l'établissement, c'est une vraie source d'enrichissement. Allez-y. Qui m'intéresse beaucoup, on en a d'autres. Hein. Vous savez que dans les universités, il y a des professionnels qui interviennent. C'est pas nous, c'est pas vous, c'est les autres. Donc nous, on n'a pas de profession, on fait ça parce qu'on n'a rien à faire. On dit tiens, je vais faire des trucs. Voilà. Donc on a des intervenants professionnels qui interviennent donc dans les formations, et nous, on n'est pas professionnels. On est amateur, c'est ça, dilettante. On pourrait signer les dilettantes associés, ce serait très très bien. Et l'autre dualité à laquelle je pense, quand on parle de recherche, on a quand même dans les universités un certain nombre de spécimens qui s'appellent des enseignants-chercheurs. Et ce sur quoi il faut travailler, c'est sur le tiré. Et quelquefois, on travaille seulement sur une facette ou l'autre. Et donc, c'est vraiment les joncteurs, les tirés qu'il faut travailler, puisque la richesse, on va dire, on va dire la spécificité, je dis richesse parce que je pense que c'est une richesse, on a une espèce un peu de leitmotiv qui dit, oui, nos enseignements sont adossés à la recherche. Et puis, on l'oublie, on le dit, et puis finalement, non. Enfin, un petit peu, et puis c'est pas forcément toujours porté jusqu'au bout. Et je termine toujours sur ce point. On se rend compte aussi, en fait, ça reboucle sur le premier point que je disais, relativement aux subventions de charges pour services publics qui sont peut-être un peu en deçà de nos besoins. Ça reboucle sur le fait que très souvent, quand on parle de campagne d'emploi, et là je suis plutôt sur les enseignants-chercheurs, ce qui motive très souvent, c'est la pression étudiante. On oublie la recherche, non pas qu'on veuille la laisser de côté, même si on est animé des meilleurs sentiments en ayant conscience que c'est la recherche qui fait qu'on est une université, on a une telle pression que finalement, la personne va faire des cours à tel et tel endroit, et puis oui, elle ira dans un labo, elle trouvera bien des trucs à faire. Alors que ce n'est pas ça qu'on pense fondamentalement. Donc on est sans arrêt sur ces dualités et ces dichotomies, et c'est sur les tirés qu'il faut travailler. C'est vraiment le tiré. Et les organismes et les collègues des organismes, qu'ils soient chercheurs, DR, CR ou ITA, ont un rôle tout à fait central aussi à jouer pour remettre la recherche un peu aussi dans le cœur des universités, parce qu'on est là pour ça aussi. Et juste allez-y. Oui, là-dessus, vous parliez de la place d'autres personnes que les enseignants-chercheurs sur la question de la recherche. On parlait de la place des étudiants. Aujourd'hui, la recherche, dans beaucoup d'établissements, ce n'est pas un sujet des étudiants. Alors, oui, est-ce que ça doit l'être? Oui, après, c'est comment. Comme vous l'avez dit très bien, la formation appliquée à la recherche, donc à partir de ce moment-là, les deux devraient être
attacher et être un et seul et même sujet. Mais là, je parle de la recherche, mais typiquement les ressources humaines, la finance, le budget, etc. Oui, quand on est élu au conseil d'administration, on nous invite parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix pour qu'on vote. Mais par contre, en avance, dans les débats d'orientation budgétaire, dans ce genre de choses, les étudiants n'ont... en tout cas, moi, je n'ai jamais entendu parler d'étudiants qui avaient une place à ces moments-là pour pouvoir co-construire en fait l'établissement. On parle, alors je me souviens plus de votre question initiale, mais ça m'avait pensé à ça, sur la question de la représentativité. Pour moi, il y a vraiment deux axes. C'est que déjà aujourd'hui, dans une université, 85 à 90% des personnes qui utilisent l'université, en tout cas qui y vivent, ce sont des étudiants. Après, est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre 85 à 90% d'étudiants dans les conseils? Je ne suis pas sûr. Mais ça pose quand même cette question-là. Et de même, vous parliez tout à l'heure de la participation étudiante qui est très faible, ce qui est vrai. Mais même avec cette faible participation, souvent, on a quand même plus de personnes qui votent pour nous que certains élus dans d'autres collèges. C'est pas du tout un reproche. Voilà, on est plus nombreux, donc forcément. Mais du coup... la question, pour moi, ça revient vraiment à cette question-là de quelle est la place des étudiants, quelle est la place qu'on leur donne, parce que en fait, des étudiants intéressés par la recherche, quand on dit étudiant, on pense à quelqu'un qui vient de passer par Parcoursup, qui est lycéen, qui, d'une certaine manière, n'y connaît rien. Mais il y a des étudiants déjà qui commencent leurs études à 24 ans, à 30 ans. Il y a énormément de profils, énormément de personnes qui peuvent en fait apporter sur tous les sujets en fait de l'établissement, de l'université. Et personnellement, en tout cas, moi, ma vision des choses, c'est que tout à l'heure, vous me demandiez si un étudiant, il doit représenter que les étudiants ou les intérêts de l'établissement. J'ai envie de dire, dans une utopie, ce serait, oui, on est tous là pour représenter l'établissement. Après, malheureusement, c'est pas toujours possible. Parce que, selon moi, les étudiants doivent se mettre en fait, dans cette place de « on est les étudiants », au même titre que les vice-présidents étudiants souvent devient, par exemple, la caution étudiante. C'est-à-dire il faut qu'on demande l'avis des étudiants, donc on va demander l'avis à le vice-président étudiant ou la vice-présidente étudiante. Excusez-moi, je ne... Bref, c'est pas bien, mais je le ferai maintenant, à partir de maintenant. Et est-ce que c'est suffisant? Voilà, on peut se poser la question, je pense. Est-ce que pour des élus étudiants, être dans un conseil d'administration où il y a des sujets plus que rébarbatifs ou qui sont un peu hors champ sur la recherche, c'est pas de plus en plus compliqué? Parce que je ne veux pas aborder un débat de fond sur les fonds de roulement, par exemple. Je pense qu'un étudiant qui vient tout juste d'être élu, d'ailleurs un enseignant-chercheur aussi, hein, on est d'accord. Mais alors pour l'étudiant qui arrive, c'est pas forcément sa tasse de thé, à moins qu'il soit spécialiste d'économie, de comptabilité, etc. Enfin, il y a aussi cet aspect-là dans la représentation étudiante, vu la nature des conseils d'administration, qui sont quand même pas trop souvent dans la stratégie, dans la vision globale, etc., mais qui gèrent quand même des tas de choses, j'allais dire terre à terre. Le fonds de roulement, c'est pas terre à terre, mais quand même, c'est très technique en tout cas. Alors, je sais pas comment vous ressentez ça comme représentant étudiant. Je dirais que la problématique, c'est que les étudiants au sein de l'université, c'est un public qui est itinérant. Donc, c'est-à-dire qu'on vient, puis on part, souvent plus rapidement que les autres publics. Un mandat étudiant, il dure 2 ans, vous, c'est 4 ans. Après, si nous, ça durait 4 ans, au bout de 2 ans, vous n'auriez plus personne. Hein. Mais du coup, ça, c'est aussi une des problématiques. Après, normalement, les établissements, il me semble que c'est réglementaires ou législatifs, doivent former leurs élus. Donc vous avez des formations, les élus étudiants aussi en ont, soit directement par l'établissement, soit à travers des subventions qui sont données aux organisations, bref. Mais tout ça, c'est aussi une organisation, c'est une logistique qui est très particulière et une expertise à acquérir, parce que même aussi de notre côté, parce que voilà, la FAGE, c'est la première organisation représentative des étudiants, on forme nos élus, on est aussi un public itinérant, c'est-à-dire que voilà, on n'est pas étudiant pour toujours. Là, typiquement, dernièrement, on a eu les élections au Knesset, typiquement sur la liste de la FAGE, personne n'avait déjà été élu au Knesset et reprenait un mandat. Ça n'existe pas, et ça fait au moins 10 ans, je pense, que ça n'existe pas. Donc en fait, c'est aussi réussir à maintenir les compétences en vie, si je puis dire, et à continuer à les transmettre pour tous à une échelle nationale. Donc c'est un défi que nous, on a en tout cas, aussi de ce côté-là, plus associatif, syndical, du coup.
Alors ça, c'est le point de vue d'une catégorie, les étudiants. Du point de vue des BIATS, Alain Favennec, est-ce que la représentation des BIATS, puisque vous plaidez pour plus de collégialité, pour vous, c'est le moyen de faire entendre une catégorie dans la défense de ses intérêts, ou plus généralement, votre avis sur la stratégie de l'établissement dans tous ces aspects? Est-ce que c'est possible qu'une catégorie puisse porter un projet pour tout l'établissement? Oui. Bon, là, je vais parler pour le SNPTES, mais nous, clairement, donc, on va voter là, notre résolution générale. Elle est très portée sur le service public et l'intérêt général. Hein. Donc ça c'est clair. Et ça se décline dans les établissements, c'est-à-dire que nos élus pensent aussi... préfèrent avoir un établissement qui appelé à durer, parce qu'il y a cette inquiétude-là, qui est un établissement qui puisse aussi se réformer. Voilà, ça va être ça. On ne va pas se mettre à contester dès qu'on veut faire bouger les lignes. Je crois qu'on tient compte vraiment de l'intérêt. On tient compte, alors, quand je parle de service public et d'intérêt général, on pense... aussi aux étudiants. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller voir des camarades, je dirais pas de mon organisation, mais d'autres, et de leur dire, mais attends, là, t'as pas oublié quelque chose, ça s'appelle un étudiant, et voilà, ou une étudiante, il faut penser qu'on est là pour eux avant tout, et on est là pour la recherche. Donc c'est ça. Après, bien évidemment, on va défendre de manière corporatiste, hein, c'est pas un gros mot hein, pour nous, les intérêts des BIATS. Mais, et puis souvent, avant tout, on les défend. Mais on a toujours cette idée, finalement, de servir l'établissement. Et qui est vraiment, je crois que chez nous, et puis même dans d'autres organisations, c'est prégnant. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois qu'il y avait des questions. Alors j'étais en train de les relire justement. On a, je pense que 80% des questions ont trouvé une réponse. Sur laquelle j'étais. Oui, déjà je remercie les académies qui ont participé. J'avais promis de le faire. Une question peut-être qui n'a pas été évoquée, c'est comment faire pour que les avis, alors des BIATS, moi j'ai envie de dire des personnels. C'est très important pour moi, cette scission, on a compris, soit plus largement représentée dans les conseils et particulièrement au CA. Et je refasse les questions. C'est des avis? Ça, c'est les questions posées par nos secrétaires. Les avis Peut-être reformuler. Les avis, oui. Peut-être reformuler en disant, est-ce que les avis des personnels et les suggestions des personnels doivent être discutés, je le reformule autrement, je m'engage un peu, au CA ou dans une autre instance? Est-ce que c'est au CA que ça doit... Je ne sais pas si c'est tout à fait ça le sens de la question. C'est les intérêts, oui, c'est ça. Les intérêts. Oui. Sans me substituer aux camarades, mais on a déjà, je pense, bien évoqué la question. Hein. Moi, je l'ai dit là en tant que syndicaliste, pour le SNPTES, on considère qu'on doit être présent. C'est un système auquel on tient, la démocratie universitaire. Et on veut bien évidemment pouvoir y participer en tant que BIATS, avoir des élus, ne pas en avoir moins. C'est pour ça que je disais, là, il nous faut un moratoire sur les réformes et les réformes des réformes. Et ne pas en avoir moins, en avoir plus, hein, ça sans doute, sans nécessairement arriver... à la parité, hein, c'est-à-dire au même nombre que les A et B, mais arriver à quelque chose de juste, on va dire. Le système actuel est assez injuste, et aussi pour les étudiants, je me permets de le dire, parce que par rapport aux populations et à la qualité et aux qualités que nous représentons. Oui, en fait, il y a une grosse difficulté avec les personnels BIATS,
donc je précise bien personnel BIATS, c'est que je vais partir sur les questions d'avancement, par exemple. Donc on a différentes instances qui vont travailler sur des propositions d'avancement. On va faire des propositions de classement, et après, ça part ailleurs, et on n'a plus la main du tout. Donc on se retrouve avec des choses et des traitements aussi de l'avancement de carrière des collègues, hein, quelle que soit leur catégorie, qui sont fondamentales. Et on a là aussi quelque chose qui ne va pas, de mon point de vue, puisque si je suis sur je vais prendre les enseignants-chercheurs, donc les phases locales, on a la main, on a un nombre de promotions possibles attribuables, on réunit le conseil académique restreint, on regarde ces promotions, il y a des rapports, tout ça, hop, on dit toi, tu seras promu, toi, non, on n'a pas de sous, donc tu ne seras pas promu. En revanche, pour les collègues BIAT, il y a un travail très sérieux qui est mené aussi avec les organisations syndicales, avec aussi les changements qui ont été institués par la loi de transformation de la fonction publique d'août 2019. Mais néanmoins, on a toujours des collègues BIAT, évidemment, qui sont dans la boucle, et fort heureusement. Mais une fois qu'on a fait des propositions de classement, hein, on essaye de mettre tout le monde autour de la table et puis d'être d'accord, évidemment, pour les propositions qui sont remontées. Ça part au ministère et quelquefois, on peut avoir quelques surprises. Vraiment voilà. Donc là aussi, on a un traitement qui est complètement asymétrique entre l'avancement des collègues, et on sait que c'est un point très, très, très important d'un point de vue financier aussi, parce que je suppose que comme moi, vous travaillez pour l'argent, je l'avoue. C'est aussi pour l'argent, c'est pas que pour faire joli, même si on n'est pas professionnel, on revient à tout à l'heure, mais c'est aussi la reconnaissance qui est faite envers les collègues. Un avancement, c'est aussi une reconnaissance symbolique au-delà de la reconnaissance financière. Donc là, on a aussi des choses qui partent ailleurs, et on est consulté, et on travaille vraiment, enfin les établissements travaillent vraiment, et politique, services et syndicats, organisations syndicales travaillent tous et toutes pour cela, et ça part ailleurs. Donc il y a vraiment des déséquilibres à tout niveau. Et pour revenir en fait à la question initiale, qui était peut-être faudrait-il qu'on parle davantage des collègues BIATS OSEA. Donc évidemment, de nouveau, je suis comme Hélène, une femme d'argent. De nouveau, on en parle toujours forcément parce que, enfin je pense, on verra ça après. On en parle forcément parce que dès lors qu'on parle de budget, évidemment, l'aide de cadrage et budget, on a aussi le nombre de supports qu'on va pouvoir mettre ou ne pas pouvoir mettre dans la campagne d'emploi aussi pour les collègues BIATS, donc on en parle fortement. Mais c'est vrai qu'on a des choses un petit peu déséquilibrées, mais à plein de niveaux. Et ce qui n'est pas satisfaisant quand on repasse en revue l'ensemble des sujets abordés en conseil d'administration restreint. Donc tout ça, et alors je ne suis pas en train d'appeler de mes voeux une réforme, parce que un peu marre des réformes, on est d'accord. Mais il y a quand même, tout est fait pour qu'il y ait des clivages. Alors qu'on veut travailler contre ces clivages, tout est fait pour qu'ils existent. Hélène Boulanger. C'est une sacrée question. Et je ne suis pas sûre de complètement posséder les éléments de la réponse, parce que dans l'organisation de mon établissement, qui est quand même celle que je connais le mieux, le volet dialogue social est assuré par quelqu'un d'autre, en fait. Je ne suis pas engagée, donc j'ai une connaissance des dispositifs qui est pas très fine, en tout cas une expérience des dispositifs qui est beaucoup moins fine que celle de Georgette, par exemple. Parce que la question qui est posée, pour moi, elle renvoie au sujet du dialogue social et l'articulation du dialogue social avec le fonctionnement de la chaîne institutionnelle. Par chaîne institutionnelle, et ça rejoint ce que tu disais, Georgette, le fait qu'il y ait des choses qui échappent à cette chaîne institutionnelle, que les tuyaux de traitement ou de gestion soient pas les mêmes et impliquent pas forcément les mêmes personnes, a des incidents sur tout ça. Et le conseil d'administration, finalement, n'a qu'un petit bout de l'équation. Et finalement, le sujet du dialogue social, il est beaucoup plus global que ça. Il découle de l'ensemble de la politique d'établissement. Et alors, complètement d'accord, bien évidemment que les élus sont là aussi pour défendre des positions catégorielles, mais je ne vois pas comment on peut défendre des positions catégorielles sans avoir le sens du collectif et sans l'intégrer dans les sujets qui relèvent de la politique générale de l'établissement. Et je dirais la même chose pour les étudiants, enfin pour tout le monde. Une fois j'ai dit ça, j'ai aussi commencé par dire que je n'avais pas toutes les données du problème pour arriver à le résoudre.
C'est une question complexe, celle de la chaîne institutionnelle, parce que chaque conseil, chaque espace de délibération, il ne peut pas être totalement lié ou avoir les points liés par un débat qui a eu lieu dans un autre conseil. Je pense que les collègues de l'Université de Lorraine qui sont dans la salle doivent penser à des choses assez récentes où on peut avoir une position d'un conseil central qui va dans un sens et un autre conseil central qui va dans un autre sens. Donc c'est des questions d'équilibre qui sont très difficiles à trouver en fait. Donc pour moi la réponse est dialogue social et articulation avec la chaîne institutionnelle. Et cette chaîne institutionnelle elle est placée au service de la politique de l'établissement qui a donc à traiter, à prioriser, à regarder les intérêts catégoriels et à les traiter en tant que tels en fonction des orientations politiques, en l'occurrence du président et de son équipe. C'est une réponse de Normand, hein, j'en suis bien consciente, hein, mais... En tout cas, la réalité du fonctionnement des universités, on parlait tout à l'heure de la légitimité des présidents s'ils avaient joué avec telle ou telle liste, mais c'est que de toute façon, il faut produire du consensus pour gérer une université, obligatoirement. Il y a beaucoup d'échanges en permanence. Moi, des fois, je lis des choses où on dit il n'y a pas du tout de dialogue. Enfin, en réalité, à tous les étages, on dialogue dans les universités énormément, formellement, peut-être trop, et ça consolide et informellement, les en tout cas. décisions, ça les rend plus résistantes, ces voilà, décisions. Voilà. Donc le dialogue social, si on prend cet aspect-là, est quand même un moteur décisif pour mettre en place la stratégie d'un établissement, parce que si on le fait contre ou en tout cas sans l'adhésion, on le voit bien par toute une série de mesures qui viennent d'en haut du ministère, hein, qui peuvent être très bonnes, mais parce qu'elles ne sont pas préparées, etc., elles ne sont pas comprises. Et il n'y a pas d'adhésion derrière pour relayer ces mesures. Tout à fait d'accord. Ce que je voulais souligner, c'est qu'on ne pouvait pas détacher ce dialogue social du fonctionnement des instances de l'établissement, de ce que j'ai appelé la chaîne institutionnelle, en fait. Ce qu'on a assez souvent tendance à faire, c'est à dire le dialogue social, c'est ça, les instances de l'établissement, c'est autre chose. Et en fait, c'est des objets qui sont complètement interpénétrés et c'est à mon avis la clé, la réponse, elle se situe là en fait. Mais ça n'est qu'un avis pas forcément toujours très bien éclairé. Il y a des pratiques aussi ou les usages, on va dire. Moi, je serais provocateur, je dirais que j'ai jamais rien réussi et obtenu dans une instance. Hein. Donc, je n'irai peut-être pas jusqu'à là quand même. Mais on le fait beaucoup dans les couloirs, on le fait beaucoup en off, voilà, et ça c'est le dialogue social. Après, dire que il y a quelques vilains petits canards, il y a quelques directions, quelques établissements, je ne les citerai pas à la tribune, mais dans lequel le dialogue social n'existe pas, et c'est compliqué, et c'est pas viable, quoi. Ce sont des directions qui ne seront pas renouvelées, c'est pas agréable, ni pour elles, ni pour les collègues ou les étudiants, mais le monde n'est pas parfait, hein. Il y a vraiment on a quelques expériences où le dialogue social n'existe pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Pourrait-on permettre une prise de fonction de présidence par des personnels BIATS possédant des titres de doctorat ou HDR ? Alors, moi j'ai envie de dire bon courage si quelqu'un se présentait à ce genre de fonction pour faire face à cette catégorie, cette sous-catégorie, cette sous-sous-catégorie qu'on appelle professeur des universités, on ne se trompe pas. Je pense qu'il y aurait vraiment une grosse difficulté par rapport à la représentation de ce très haut grade. On sait qu'on a des présidents d'université, enfin, il y en a un en particulier qui est enseignant du second degré, hein, c'est vrai à Brest en particulier, à l'UBO. Ça ne doit pas être forcément toujours très facile. Il s'est bien fait réélire. Ah ouais, je sais, mais c'est-à-dire que voilà, ça n'est pas forcément très facile quand on se heurte de nouveau à une professeure qui est professeur. Enfin, faut pas se tromper. Et donc, c'est pas simple. Ce que tu es en train d'évoquer, les lignes sont en train de bouger. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, c'était pas facile, c'était impossible. C'était impossible. Voilà. On est d'accord. Oui, ça bouge.
Non, c'est ça. C'était compliqué pour un maître de conférence, voilà, ou impossible même. Hein, non. Je tiens quand même à dire qu'on peut cumuler aussi plusieurs difficultés sur cette question-là, c'est-à-dire il y a le sujet des femmes, du secteur disciplinaire, voilà. On peut en faire une liste comme ça. Oui, j'en parlais, hein, la question chez les présidents d'université, dans la petite présentation qu'on a faite, on parlait de cette difficulté qui est quelque chose de fou hein, dans l'absolu, c'est-à-dire le nombre de présidentes qui est, ou le chiffre, j'ai bien peur, il y en a très très peu, alors que dans les autres établissements publics administratifs, grâce à la loi, là, il y a une contrainte et puis ça marche bien, c'est-à-dire qu'on fait attention, c'est la même chose sur certains emplois fonctionnels ou postes, là on est obligé, les recteurs, rectrices, voilà, on le sait très bien que ça marche très bien. Là, c'est lié à notre système finalement démocratique. On évolue dans le bon sens, mais lentement, dirons-nous, hein, très lentement même, et trop lentement. Alors le risque de le dire et de l'écrire comme je l'ai fait, c'est que ils se disent ah non, là c'est pas possible, c'est gérable, on va se faire condamner un jour ou l'autre déjà par l'opinion ou par différentes associations, partis ou autres, et qui ont raison, et on risque de nous imposer finalement une réforme de la nomination des directions. Hein. Donc on le sait, hein, sur les écoles, ils font très très attention à nommer et à tenir compte de la parité, ce qui est une bonne chose. Moyen. Hein, c'est moyen, oui. Ils font attention, j'ai dit. Oui. Je retire le trait. Ouais. Et dans les organismes, CNRS, INSERM, CEA pour l'instant. Pour en revenir au BIAT, BIAT, j'ai un seul exemple qui date un peu un collègue ingénieur de recherche qui était directeur d'une école d'ingénieurs, donc nommé là, mais c'est très rare, ça fait un moment de ça, c'était en Bretagne, il me semble, à Rennes, mais ça n'a pas dû être facile tous les jours. Hein. Bon, il n'était pas au SNPTES, donc... Alors, le temps avance, normalement on doit terminer à 15h. Et j'avais une question dans la salle. Allez-y. Et vous présentez parce que pour... au CT d'établissement donc l'Université des Antilles, et en CT sur la région Martinique, puisque l'Université des Antilles est sur 2 régions, Guadeloupe-Martinique. Et je suis tout à fait d'accord sur ce que disait donc Madame Boulanger sur le fait qu'on ne peut pas détacher le dialogue social des instances de l'établissement. Pourquoi ? Parce que, mais en sachant qu'il y a quand même un gros souci, c'est que à partir du moment où la représentation syndicale se fait notamment dans les instances consultatives, et ça on nous le dit régulièrement, de toutes les façons, nous on a l'obligation de faire passer en CTS-CT, d'accord, mais vous donnerez un avis, mais ce sera un avis consultatif, et si la décision se fera au CA. Le problème de la représentativité, elle est existante, puisqu'à partir du moment où le nombre de représentants des personnels BIAT est déjà inférieur à ceux des étudiants, ce qui ne me semble pas normal, et encore moins par rapport au personnel enseignant-chercheur, puisqu'on sait très bien que les présidents et leur staff, ce sont souvent des enseignants. Le problème fait que, à partir du moment où il y a une demande pour l'intérêt des personnels BIAT, mais moi je dis bien BIAT, parce que malheureusement on est sous-représenté, et c'est un vrai souci, et bien souvent, à partir du moment où on est sous-représenté au CA, il n'y a pas d'aboutissement si toutefois on n'arrive pas à se mettre d'accord, soit avec des étudiants, soit avec les représentants des étudiants, soit avec les représentants des enseignants-chercheurs. Ça, c'est une réalité. Et malheureusement, moi, j'avoue que je suis toujours attristée d'apprendre qu'au final, quand on nous dit de toutes les façons, vous donnez un avis, mais ça ne passera pas pour X raisons, moi, j'avoue que je suis toujours affligée d'entendre ça. Et c'est là où il faut faire un travail. C'est que
tant qu'on dira vous serez une représentation syndicale au niveau d'instances consultatives et de toutes les façons, ça passera au desiderata du plus grand nombre, et ben voilà, on sera toujours laissé pour compte. Et ça, je pense que, donc je ne parle pas de réforme, mais je pense que ça doit évoluer pour que la représentativité des personnels BIAT soit plus importante, et qu'on arrête de mettre des nivellements entre éléments consultatifs et décisionnels. Ça pose un vrai souci. Voilà, c'est ce que je souhaitais le dire. Alors, si je peux me permettre de répondre assez brièvement, à un moment donné, un dossier, la décision, elle doit être prise à un endroit. On peut discuter de l'endroit où il faut prendre la décision, mais ça doit être pris à un endroit. Peu importe l'endroit, ça a des endroits variés dans l'établissement, et le dossier, issu d'une instruction, il y a forcément une phase de consultation qui va amener à récupérer des avis d'un certain nombre d'instances, ces avis nourrissant les personnes qui sont en charge de la consultation. Ce que je disais tout à l'heure, et ça rejoint votre intervention, quand je dis qu'il faut entremêler ou nouer la dimension dialogue social et la dimension chaîne institutionnelle, je dis aussi que c'est des équilibres qui sont compliqués à trouver parce qu'il faut que chaque élu, à l'endroit où il se situe, soit investi de sa fonction d'élu. Donc moi, je vais donner mon point de vue d'élu du conseil d'administration. Quand on reçoit des avis émis par des instances qui ont été consultées en amont, il y a un certain nombre de sujets chez nous qui n'arrivent pas au CA parce que c'est traité à d'autres endroits dans l'établissement, mais ce qui arrive au conseil d'administration, on regarde systématiquement les expressions des conseils qui se sont exprimés, et ça m'est arrivé à plusieurs reprises de poser une décision, d'avoir un vote qui était contraire ou opposé à un avis donné par le comité technique, le CHSCT ou le CF ou le CS. On ne le fait jamais de manière légère. En tout cas, moi, je ne le fais pas, jamais de manière totalement légère. Je pense que ma fonction d'élu nécessite aussi que je m'exprime pour ce que je suis à l'endroit où je suis et pas pour ce que d'autres personnes ont forcément exprimé par ailleurs. Donc ça rentre en compte dans le raisonnement, mais c'est pas... Voilà, la décision, elle doit être prise à un endroit. La question que vous posez, c'est plus la répartition des lieux de décision que le rôle des instances les unes par rapport aux autres, en fait. Mais je trouve normal qu'il y ait des éléments, des séquences de consultation et qu'à un moment donné, il y ait une instance sur un sujet qui prenne une décision. Après, on peut remettre en cause la manière dont les espaces de décision sont répartis. Alors, il y a plein de demandes. Ouh là là, j'ai lancé le feu. Que nous sommes dans une instance consultative, sous prétexte que nous sommes dans une instance consultative, vous allez voir des décisions. Donc vous avez un président qui va vous dire oui, bon d'accord, c'est un avis consultatif. Donc à l'unanimité, les 10 vont dire non, on ne veut pas, mais avec argument, on ne veut pas. Mais au final, parce que c'est consultatif, il y aura une décision complètement contraire parce que le président, dans le OCA, va donner ses arguments pour dire, ben voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, on ne tiendra aucunement compte de la décision qui est prise de façon unanime dans l'instance consultative. Ça, c'est un vrai souci. Donc, comment voulez-vous avoir un gain de cause quand finalement la décision, elle n'appartient finalement pas aux organisations syndicales et encore moins aux représentants du personnel qui vont siéger au CA en sous-représentation. Ce sera toujours biaisé de toutes les façons. Après, je vais me faire l'avocat du diable. Ça s'explique, c'est qu'en fait, les comités techniques, pour l'instant, ça a toujours ce nom, ça existe dans tous les établissements publics, ça existe aussi dans les collectivités territoriales et ça existe dans l'hospitalière. On est calqué sur eux là-dessus. Ces administrations que je viens de citer ou ces établissements, ils ne bénéficient pas de notre système démocratique.
C'est-à-dire, il donne juste un avis, le CT donne un avis, parce que le décisionnel, il se fait ailleurs. Il se fait au conseil municipal, il se fait au CA, et dans lesquels il n'y a pas nécessairement, au conseil municipal, il n'y a pas de représentant des personnels. Alors nous, c'est vrai que le système que tu décris est cruel, hein, il est dur. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé, puisque je suis membre d'un CT, eh bien de voter, de rejeter, de donner un avis négatif sur une... Et puis qui passe ensuite, qui passe auprès de l'autorité administrative. Hein. Moi, je suis au CT ministériel, ça nous arrive souvent. Donc c'est frustrant, mais on a au moins cette chance, dans les établissements du supérieur, bien d'avoir un fusil à deux coups. Hein. Et parfois, le fusil à deux coups, il fonctionne bien. On réussit à avoir une position en CT que les conseils suivent après. Parfois, on ne réussit pas. Mais par rapport aux autres, il faut voir ce qui se passe ailleurs. Par rapport aux autres, je vais te dire que c'est une chance. C'est pour ça que le système n'est pas parfait, mais c'est pour ça qu'on y tient. Voilà, donc moi c'est Patrick, je suis secrétaire académique de la section de Toulouse. Moi j'ai bien aimé le débat hein, sur la démocratie et les libertés académiques. Alors, la démocratie ne veut pas dire équité, si j'ai bien compris, enfin, on le sait dans nos conseils d'administration, et c'est ça qui est souvent incompréhensible pour nous en tant que représentants, j'allais dire, parce qu'on est au cœur, souvent on est 50% de personnel au sein des établissements. Et on a des cas des deux EPA, notamment des Sciences Po, où il n'y a qu'un représentant des personnels et 10 enseignants. C'est un cas, c'est le seul des Sciences Po en France, enfin pas de Paris, mais les autres Sciences Po, où il n'y a qu'un représentant des personnels. Il n'y a pas de parité chez les personnels, etc. Enfin bon, ça fait des années qu'on lutte contre ça, ça n'a pas évolué. Ce que je veux dire, c'est pour ça qu'il n'y a pas équité dès le départ. Et donc la démocratie... Quand on a parlé de démocratie, j'allais dire universitaire, il ne faut pas oublier que c'est né aussi, c'est après 68. Je ne sais pas si vous vous souvenez, après 68, c'est là qu'il y a eu ces mouvements universitaires, et c'est là où on a des conseils d'administration avec beaucoup d'usagers, beaucoup de gens des établissements, et c'est pour ça qu'on dit peut-être personnalité extérieure, etc. Mais ce que je veux dire, il y a les usagers qui sont en fort nombre, et il y a aussi donc les personnels. Et là, les personnels, on a voulu diviser, comme vous dites, et on a confondu, je pense, la liberté académique avec la liberté d'organisation et de gouvernance. On le voit actuellement sur la construction des EPE, des communes expérimentales, des communes KU, enfin des établissements très particuliers. On laisse des libertés, j'allais dire, d'organisation, de gouvernance qui parfois, j'allais dire, détruisent le système par rapport à des situations particulières. Je ne sais pas si Toulouse, bon, il y a d'autres sites qui sont très compliqués à gérer, mais d'expérience, et ce que je vois, c'est qu'à un moment donné, cette liberté académique qui est mise en avant du côté des enseignants, alors qu'ils sont fonctionnaires, hein, j'allais dire comme nous tous, est parfois mal comprise. Ça veut dire que ce n'est pas cette liberté académique qui permet de faire cette liberté d'organisation, cette liberté, j'allais dire, stratégique pour l'ensemble d'une communauté. Et là, je parle de communauté universitaire. Voilà, c'était la première réflexion que j'avais par rapport à ça. C'est pour ça que la démocratie universitaire, bon, voilà, il faut faire attention dans ce qu'on dit. Enfin, je trouve que c'est... Voilà, il ne faut pas le mélanger avec la liberté académique. Et la liberté académique, nous, on le conçoit comme l'aspect pédagogique. Il faut, je veux dire, donner aux enseignants cette liberté de continuer à faire la recherche, de continuer à faire leurs cours, mais pas automatiquement de faire la gouvernance, de refaire les gouvernances. Et je vais dire, souvent, les textes et les statuts sont issus donc d'enseignants. Je vais dire, c'est pour ça aussi. Je vais juste souligner que je n'avais pas mélangé les deux. Hein. Je disais simplement que le modèle d'organisation, quels que soient les choix qu'on fait, et ça peut être un modèle différent, il doit avoir pour objectif de protéger cela, c'est tout. Mais ça peut se faire de plein de manières différentes. Oui, Bernard Virginie de l'Académie de Créteil. Je vous remercie pour la qualité des débats et je voulais poser une question qui serait une synthèse, mais avant de poser cette question, je vais dire que pour commencer, je vais dire la phrase qu'on voit souvent sur les places de parking des personnes en situation de handicap, qui dit que si tu prends ma place, il faudrait aussi prendre mon handicap. Et tout ça, ça résume un peu le débat pour moi de la communauté
éducative, universitaire et autres, hein, qui est toujours compartimentée. C'est-à-dire qu'on voit que certaines catégories, pour ne pas les nommer, nous les BIATS et certaines personnes de l'administration essayent de se mettre à la place de la communauté étudiante, hein, les usagers, et des enseignants et enseignants-chercheurs. L'inverse n'est pas toujours vrai. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'un certain nombre de choses, et notamment les notions de compétences. Si demain, on faisait la révolution en disant qu'on mettait des BIATS à toutes les fonctions d'un établissement, je pense qu'on aurait toute une communauté à se mettre dans la rue en disant que les BIATS ne sont pas, comment dire, avec cette compétence pour assumer ces charges. Moi, je le vois, quand j'ai siégé en CA longtemps, je siège en CT et en CHSCT, on a toujours ce débat où souvent ça revient à dire finalement on va trancher et ça va être les enseignants qui auront le dernier mot. Les BIATS, on y arrive à faire voter certaines choses, mais voilà. Et ce qu'on voit, c'est que par exemple, vous avez parlé de publication de postes. Quand on fait la publication de postes, on essaie à minima de publier tous les postes d'enseignants pour renouveler dans un établissement. Quand on regarde certains établissements, la variable d'ajustement, c'est souvent les BIATS. Il y a une grosse différence. Et comment voulez-vous, dans une communauté, qu'on parle de certaines choses, à mettre en place certaines choses, si déjà, fondamentalement, ces notions de compétences, ces notions de nécessité, ces notions de travailler ensemble, n'est pas partagée par tout le monde. Je sais que les enseignants, ils arrivent maintenant de plus en plus à prendre en compte les BIATS et les usagers, mais il y a encore toute une génération qui pense toujours qu'il y a une grosse différence de compétences et de possibilités de travail des BIATS pour prendre certaines responsabilités. Je veux bien intervenir parce que je ne suis pas d'accord. Dit comme ça va pas du tout. Hein. Je m'en rends compte. Excusez-moi. Je ne suis pas d'accord du tout. Enfin, il s'est jamais agi de penser que les collègues BIATS n'avaient pas de compétences et que les compétents étaient du côté des enseignants-chercheurs. Parce que sinon, moi, je pourrais vous en raconter. Je suis pas certaine que les collègues, voilà. Non, ça, non. Je pense que si quiconque pense ça. Ça va pas. Voilà. Donc il ne s'agit pas de dire que les collègues BIATS n'ont pas les compétences pour. Non, on n'est pas avec un cerveau BIATS et un cerveau enseignant-chercheur. Des compétences, ça s'acquiert. Lorsqu'on accède à une fonction, y compris une fonction politique, on ne sait pas faire avant. On fait un peu sur le tas, on invente, on essaye de faire au mieux dans l'intérêt collectif et pas dans l'intérêt des enseignants-chercheurs. Là, de nouveau, en tant que vice-présidente en charge des ressources, dont les ressources humaines, moi, je ne suis pas VP des enseignants-chercheurs. C'est-à-dire, tous les collègues, ce sont des personnes. On ne voit pas, fort heureusement, on ne voit pas les collègues qui sont en face de nous selon leur catégorie, selon leur statut. Voilà, donc je m'érige en faux contre ça. Après, je ne suis pas en train de dire que ce que vous dites est un ressenti et qu'on peut avoir ça chez certains collègues. Moi, je ne suis pas tout le monde, je suis moi. Donc, je peux parler que de moi. Enfin, voilà. Et en ce qui concerne, enfin, les campagnes d'emploi, là, c'est plus tendance du tout. Hein. La tendance, quand même, qui se dessine depuis quelques années quand on prépare la campagne d'emploi lors des dialogues de gestion pour les années suivantes, c'est qu'on essaye, mais on n'y arrive pas la plupart du temps, de compenser les départs en retraite ou les mutations de collègues enseignants ou enseignants-chercheurs. On n'y arrive pas concrètement parce que budgétairement, ça ne tient pas. Et par contre, on fait des créations au niveau des BIATS parce qu'on sait très bien que les services en ont besoin. Chez les enseignants-chercheurs, on dit c'est pas grave, ils feront des heures conf. Enfin, on ne le dit pas, mais c'est la solution finalement qui est là, où on trouvera des chargés de cours. On ne va pas trouver des chargés de BIATS, enfin, je ne sais pas comment dire, des chargés de CH administratifs, même si on recrute des CDD, je le sais très bien. Mais la tendance n'est vraiment pas en faveur des enseignants-chercheurs. Je peux vous l'assurer. Hein. Non, je confirme, sur la politique d'emploi, on supprime plutôt, parce que c'est pas gelé, c'est supprimé, il faut appeler un chat un chat, des postes d'enseignants et d'enseignants-chercheurs que des BIATS. Après, dans ton établissement, ça peut être l'inverse, et il y a des établissements où c'est clair. Oui, voilà, tout à fait. Mais, au niveau de l'académie.
Bon, ensuite, bon, il faut... D'abord, je le rappelle, hein, c'est pas parce qu'il y a eu un vote ce matin, mais on a toujours des enseignants-chercheurs et des militants de qualité parmi nous. Hein. Donc, je rappelle, et puis j'ai l'impression qu'ils mangent avec nous, qu'on les côtoie. Il faut arrêter de s'opposer aux enseignants-chercheurs. Moi, Ouais. je suis, entre parenthèses, à parler de communauté. Ouais, de communauté. Quand ouais. j'interviens dans toutes mes fonctions académiques, je fais au niveau communautaire. Non, mais je préférais le rappeler. De fait, le poids relatif des différents corps, les systèmes de représentation, la symbolique qui est derrière les sujets qu'on a évoqués, ça a forcément des conséquences qui ne sont pas négligeables. Et après, bon, je le dis, hein, et tout à l'heure on nous demandait est-ce qu'il y a un Biats peut devenir président. Je dirais oui. Encore sur Brest, on a eu le cas d'un collègue qui était IGE, qui est devenu enseignant-chercheur. On a un bon nombre d'entre nous, et ça existe à l'inverse, et qui est devenu après président d'université. Donc voilà, rien n'est simple, mais il y a des cas comme ça, et ils n'oublient jamais. Et puis après, les enseignants-chercheurs, au jour le jour, travaillent avec des Biats et vice-versa. Et finalement, on fait partie, comme tu le disais, d'une communauté et d'un ensemble. Je connais même un président d'université qui n'a pas le bac. Donc. Eh oui, c'est possible. Il y a Miguel après. Je ne sais pas si on aura le temps d'autres questions. On doit absolument réserver. C'était Miguel. Moi, juste sur la question de la communauté universitaire, tout à l'heure, vous avez parlé du renfermement de l'université. Enfin, vous évoquiez cette question-là quand on parlait de personnalité extérieure. Et en fait, moi, c'est un peu la question aussi qui, pour moi, se pose, c'est comment et quand est-ce qu'on fait communauté. Je sais que typiquement, moi, l'établissement dont je viens a des prétentions internationales et du coup se pose cette question-là, c'est-à-dire que ces étudiants s'identifient à l'université, soient fiers, etc. Après, le but, moi je pense que ce n'est pas le bon, mais en tout cas, l'idée, moi je la trouve plutôt belle, mais pas que pour les étudiants, c'est-à-dire pour tout le monde. Et donc, au final, moi ce qui me questionne, c'est aussi comment est-ce qu'on sort de ces querelles de collège pour vraiment faire, comme vous le disiez tout à l'heure, est-ce que les étudiants représentent l'établissement ? Dans une utopie, oui, le jour où on réussira à faire vraiment communauté universitaire. Enfin, après, c'est peut-être provocateur de le dire comme ça, mais en tout cas, le sentiment que j'ai, c'est qu'on dit beaucoup communauté universitaire, mais quelle en est la réalité et comment est-ce qu'on tend vers cet esprit aussi cet esprit communautaire. Merci. Alors une dernière question, parce que normalement on doit arrêter. Donc Miguel Calin, Académie de Grenoble, merci de ces échanges. Sur la thématique collégialité et démocratie, on a évoqué le dialogue social. Il est vrai que, je rappelle que pour les collègues enseignants-chercheurs, ils sont entre pairs. Les collègues non enseignants ont une hiérarchie verticale. Ce qui peut arriver aussi au niveau de nos établissements, c'est la problématique, on va dire, d'avoir donc nos élus, qui sont élus, donc la présidence, les VP, etc. Et donc une équipe politique élue et une équipe politique administrative qui est nommée. Et parfois, nous avons des présidences ou des équipes politiques qui viennent en place et qui délèguent totalement la facette non enseignant, à leur DGS, à leur RH, etc. Et on se retrouve à avoir les mêmes personnes, puisqu'elles sont nommées, à ne jamais être soumises à élection, à ne jamais être changées, sauf quand elles partent de l'établissement ou si elles partent à la retraite. Et donc là, c'est un biais qui serait important de trouver pour que la présidence s'occupe de l'ensemble des personnels. Parce que parfois, il m'est arrivé dans des bilatérales de défendre et d'obtenir de l'équipe politique, mais en fait, je devais ensuite aller renégocier avec le DGS. Et ça, on a une impression avec certaines présidences ou certains présidents d'être déconsidérés. C'est-à-dire, officiellement, le discours est très beau,
Mais dans les faits, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, donc, pour mon université intégrée de Grenoble-Alpes, nous sommes très satisfaits parce que notre président, il s'occupe de tout le périmètre. Voilà. Et il s'assure de vérifier que. Parce que bien souvent aussi, on avait connaissance, comme certains enseignants, directeurs de composantes disaient, au château, il nous a fait sa présentation, mais quand je reviens chez moi, je suis sur mon périmètre. Voilà. Donc il y a parfois, on va dire, pas un paradoxe, mais une différence entre ce qui est dit politiquement dans les instances et ce qui est vécu au niveau local pour tous les collègues. Merci. Merci. Un seul mot pour répondre. En fait, je vais faire court parce que je suis aussi enseignante-chercheuse. Je suis attentive à ce que vous dites parce qu'effectivement, ça peut être des tendances qui s'observent, malgré des beaux discours. Et là, de nouveau, je vais parler plutôt du côté politique. Et je sais qu'on peut former des duos formidables entre DGS et vice-président, vice-présidente ou président, bien évidemment, quand on a conscience, effectivement, que le président ou la présidente est là pour l'ensemble des personnels. Sinon, ça ne marche pas du tout. Enfin, on n'a pas deux catégories. Il faut vraiment avoir ce surplomb complètement. Et je crois que tout ça travaille sur des binômes de confiance entre DGS et président ou présidente. C'est très compliqué à mettre en place et quelquefois il peut y avoir des tendances aussi de la part des directeurs, directrices des RH aussi à dire voilà, il y a un problème avec tel ou tel personnel qu'il faut accompagner. Donc toi, TVP, tu vas prendre les enseignants-chercheurs, moi je me charge des BIAPS. Donc là aussi, c'est du travail au quotidien de confiance réciproque, dans les deux sens. Et il faut aussi montrer que chacun a quelque chose à apporter dans tout ça. Et ça peut marcher aussi. Vous citez vous êtes à Grenoble, on sait que ça fonctionne, il y a des endroits où ça fonctionne, mais là, c'est vraiment dépendant des personnes et des binômes qui vont être constitués. Mais quoi qu'il en soit, si les endroits où on peut constater que le président ou la présidente, il est président seulement des enseignants et enseignants-chercheurs, il y a un truc qui ne marche pas, quoi. Il y a un truc qui ne marche pas, bien évidemment. Mais là, le problème, malheureusement, c'est que ça repose vraiment sur les personnes en tant que telles. Et ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas. Ce n'est pas bien. Il faudrait que ce soit institutionnel, que ce duo fonctionne et fonctionne parfaitement. Merci. Alors peut-être Alain Favennec, on va conclure. Normalement, Alain Favennec est le rapporteur. Je ne vais pas lui demander de faire une synthèse des débats. Peut-être dire un ou deux mots de conclusion. Oui, bon, j'ai tout sauf l'esprit de synthèse. Enfin, je ne sais même pas si j'ai tout. Donc non. Bon, tout d'abord, bon, j'espère que ça a fonctionné, mais les débats étaient enregistrés. C'est pour ça que j'ai pas pris de notes. Après, j'ai une bonne mémoire, mais bon, ça va être compliqué si ça n'a pas fonctionné. Il y a des journalistes dans la salle. Ouais, il y a des journalistes et puis on sait faire. Certains ont même dû enregistrer parmi vous. Non, tout d'abord, évidemment, pour vous remercier, nos intervenants, parce que là, ça a été vraiment riche. Je crois qu'on aurait pu débattre toute une journée, voire sur 3 jours, tellement le sujet nous interpelle. Je crois qu'on a levé aussi certaines questions. Et puis, on a bien montré que le système était perfectible. L'idée de se dire, bon, on va peut-être avoir l'idée de moratoire, c'est-à-dire essayer de faire mieux avec ce qu'on a. Je crois que la démocratie, en réalité, et le dialogue social, il y a beaucoup d'établissements où ça fonctionne très bien. Les outils existants sont là, il suffit de les utiliser. C'est plus une question de volonté, aussi bien du côté des directions, de l'autorité administrative, mais aussi des syndicats, et de l'ensemble des syndicats, là, sans dire du mal ou du bien des autres organisations. Et puis, on le sait, on sait faire quand ça fonctionne, et ça fonctionne très bien aussi avec les élus et étudiants. C'est pour ça qu'on voudrait qu'il y en ait un peu plus. On sait très bien que ça fonctionne. Il y a vraiment des établissements où c'est le meilleur des mondes, en tout cas pour le dialogue social et puis pour la démocratie dans les établissements. Voilà, je vous remercie, puis je remercie bien évidemment
les camarades et puis les invités qui ont assisté à nos débats. Voilà, bon ben, bientôt.